les Ukrainiens essayent déjà, malgré toutes les difficultés causées par le président Poutine et sa Russie, les Ukrainiens essayent de vivre comme nous et en tout cas ont envie de vivre comme nous. Et nous devons les soutenir et les comprendre. Mais quand il dit « nous sommes vos égaux », à qui parle-t-il ? À qui s'adresse cette phrase ? Plus à nous, bien entendu, mais peut-être de manière aussi cachée, le disent-ils aussi au président Poutine, qui lui nie absolument le principe imprescriptible d'égalité entre les nations, qui est pourtant inscrit dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Alors justement, j'y reviens avec vous. Ce qu'a dit Vladimir Poutine depuis quelques jours choque tout le monde. Mais en réalité, par rapport au discours qu'il tient concernant l'Ukraine et les autres, ce qu'on appelait pays satellites de l'Union soviétique avant la chute du mur, est-ce que finalement, ces propos vous choquent ? Et pourquoi ? D'abord, madame, je vais répondre à votre question un tout petit peu après, mais je voudrais, pour que vos auditeurs n'aient plus aucune illusion, rappeler quelques moments historiques indéniables. L'Ukraine est devenue indépendante de l'Union soviétique en 1991, vous vous souvenez. Les Ukrainiens, à l'époque, ont voté à 91% pour cette indépendance. 91%, ça veut dire que la grande majorité des Russes que l'Union soviétique avait envoyés en Ukraine, pendant que l'Ukraine était une république socialiste soviétique, ont eux aussi à l'époque voté pour être indépendants. Première chose. Depuis lors, Vladimir Poutine a constamment prémédité d'entraver le développement libre, indépendant et démocratique de l'Ukraine. Quelques dates qu'il faut rappeler. 2004, son candidat, M. Yanukovych, est en difficulté à l'élection présidentielle. M. Poutine vient à Kiev pour le soutenir. M. Yanukovych est battu et le président Yushchenko est élu. Qu'est-ce qui arrive quelques années ou mois plus tard au président Yushchenko ? Il est victime d'une tentative d'empoisonnement. Pour se remettre de cela, on ne le dit pas, mais il faut que vous sachiez que 25 opérations ont été nécessaires. 25. Bon, après, Monsieur Yanukovych est élu en 2010. Il est élu cette fois-ci, il a moins triché qu'en 2004, mais et autre trait de la démocratisation de la vie ukrainienne, comme dans nos sociétés, dans cette élection de 2010, c'est pas tant le candidat d'opposition qui a gagné que le gouvernement et le président sortant qui ont perdu. Mais Yanukovych a été élu, il a été démocratiquement président. Bon, Poutine, ensuite, avant l'élection de Yanukovych, en 2009, il nous avait fait, souvenez-vous, la guerre du gaz, et ça faisait beaucoup de mal à l'Ukraine aussi. Par ailleurs, Poutine a constamment nié tous les engagements internationaux pris par la Fédération de Russie. Il faut rappeler 3 dates. 1994, l'Ukraine rend les armes nucléaires qu'elle a héritées de l'Union soviétique à la Fédération de Russie. 1997, la Russie signe, écoutez bien les termes, un traité d'amitié, de coopération et de partenariat avec l'Ukraine. 2010, 3e date, M. Yanukovych, président d'Ukraine, signe un traité qui prolonge de 2017 à 2042 le stationnement contractuel de la flotte russe de la mer Noire et des troupes de terre, d'air et de mer qui sont stationnées là-bas. Excusez-moi, on a bien compris. On a bien compris ce que vous avez dit. Oui, mais c'est très important parce que la Russie, en signant ces textes,
a pris l'engagement de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières. C'était la question que je voulais vous poser. Ce que vous nous expliquez, donc, vous avez dit avant de répondre à votre question, mais vous avez répondu du coup à ma question. Ce que vous nous expliquez, tout ça, c'est, comme on dit dans un langage familier, grosse gênance, parce que finalement, on se rend compte que ce qui arrive maintenant était prévisible. C'est de très longue date. Et est-ce que et en plus, d'autant plus prévisible qu'il faut lire attentivement les déclarations du président. Justement, je les lis. J'allais y venir. Et qu'est-ce qu'il veut faire en Ukraine? Il prétend entrer pour, je cite encore Monsieur Poutine, démilitariser, dénazifier ça, justement, et restructurer l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire démilitariser? L'armée ukrainienne est de petite taille et depuis 2008, elle a essayé depuis 2014, après l'annexion de la Crimée. D'accord, mais il faut que vous me laissiez vous poser des questions parfois. Tandis que l'outil militaire de Poutine est énorme. Il doit commencer par démilitariser de son côté. Alors, Vladimir Poutine, justement, on va y revenir sur dénazifier, mais on va y revenir après. J'aimerais vous interroger, si vous le permettez, vous poser une question, si vous voulez bien, concernant donc Vladimir Poutine. Ce que vous nous expliquez est terrible. Ça veut donc dire que finalement, on a laissé faire et que Vladimir Poutine, du coup, est surpris par notre réaction, probablement, au vu de tout ce que vous expliquez. Cette surprise, quelles conséquences peut-elle avoir? Il va jusqu'au bout de son projet. Lui, il va jusqu'au bout. On a dit, c'était une fausse information, on a dit qu'il aurait, il y a quelques jours, limogé le chef d'état-major général des armées russes, monsieur Gerasimov. Mais c'est pas vrai, on revoit Gerasimov aux écrans à côté du ministre de la Défense très récemment. Qu'est-ce que vous pensez? Il a dû peut-être lui passer un savon parce qu'il trouvait que la campagne aurait dû durer 48 heures. Elle va durer beaucoup plus longtemps. Mais Poutine poursuit son plan. Et son plan, c'est de dénazifier et de restructurer l'Ukraine, c'est-à-dire de tout casser, pour ensuite en faire comme une Tchétchénie, parce qu'en Tchétchénie, tout a été cassé. Quand vous regardez ce qui vient de se passer la nuit dernière à Kharkiv et à Kiev, ça commence à être un amoncellement de décombres. Hein. Donc on se souvient de ce qu'il a fait à Grozny. Il aura du mal à aller aussi loin parce qu'il est peut-être un tout petit peu gêné par le fait qu'il prétend aller libérer un peuple frère. Il est en train de l'écraser sous ses bombes et sous ses tanks. Alors, vous parliez tout à l'heure de dénazifier. En lisant la note que vous avez écrite pour la fondation Robert Schuman, vous dites notamment que Vladimir Poutine réécrit l'histoire. Au vu de ce Absolument. que vous dites et de ce qui se vérifie malheureusement concernant Vladimir Poutine, j'aimerais avoir votre réaction sur ce qu'il s'est passé hier, c'est-à-dire que en fait c'est le site, la tour de la télévision à Kiev qui a été bombardée. Seulement à 500 mètres de là, il y a le mémorial de Babi Yar. Comment vous décryptez ça dans ce que vous connaissez de Vladimir Poutine et ce que vous expliquez très bien depuis le début de cet entretien? L'attaque contre la tour de télévision de Kiev, c'est un épisode de la fameuse guerre cybernétique que l'armée russe mène aussi, puisque en détruisant le relais qui est au sommet de cette tour par un tir de missile, eh bien, Poutine et ses armées espéraient couper tout à fait les possibilités de communication du président Zelensky, mais aussi des Ukrainiens, du gouvernement ukrainien vers sa population, et des Ukrainiens entre eux via les réseaux sociaux ou autres modes modernes de communication. C'est ça c'est la guerre cybernétique. Le fait absolument condamnable et je dirais même presque indigne que cette tour soit à proximité des monuments de Babi Yar, bon, ça se passe de commentaires, c'est une sainte horreur, vraiment, sainte horreur. Et alors, dénazifier, maintenant j'y viens, il faut pas qu'il se moque trop de nous, monsieur Poutine. Vos auditeurs et les Français, en dehors de vos auditeurs, aussi tous les Français peuvent se poser la très simple question. Entre un chef d'État qui agresse son voisin, qui écrase la population civile de son voisin sous les bombes, les missiles et les chenilles de ses tanks, qui les fait tuer par des saboteurs de ce soi-disant
sociétés entre guillemets privées, et qui en réalité sont transportés, financés et armés par l'État russe, et un président, le président Zelensky, qui défend son peuple, qui défend la souveraineté de son pays, l'inviolabilité de son territoire, et qui nous a dit, il n'y a pas longtemps encore, le 24 février à Munich, je le cite, nous n'avons ni armes, ni sécurité, mais nous exigeons simplement le droit d'exister. Eh bien, entre ces personnages-là, très simplement, cherchons le nazi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Jacques Faure, en direct sur Radio J. Vous avez notamment été ambassadeur de France à Kiev de 2008 à 2011. Bonne journée à vous, merci. Merci de votre antenne et puis bon courage. Merci beaucoup.